Bonjour à toutes et à tous. J'ai commencé la semaine dernière à vous présenter les quelques livres qui nous sont parvenus avec un contenu, on va dire, hybride, c'est-à-dire relevant à la fois de la culture classique et de la culture chrétienne. Et nous avons examiné un codex assez intéressant de la collection de Vienne, réunissant plusieurs poèmes attribuables au poète Pamprépios et qui sont, qui relèvent justement de cette culture classique. Poèmes qui renvoient au passé religieux, au passé historique, au passé littéraire le plus traditionnel de l'hellénisme. Et tout cela contraste fortement avec la fin de ce codex. Après donc ces poèmes de Pamprépios, dans la traduction de la poésie épique grecque, eh bien, nous avons deux lettres en prose du père de l'Église, Grégoire de Nazianze. Alors, vous voyez la fin, j'ai mis en rouge donc les textes de Grégoire qui se trouvent juste à la fin de ce codex, et tout ce qui est en bleu, ce sont les poèmes, disons, de type classique. Donc, deux lettres en prose du père de l'Église, Grégoire de Nazianze, nous sommes évidemment là transportés dans un autre univers où les divinités païennes, même si chez Pamprépios elles étaient souvent utilisées de façon ornementale, font place à Dieu et au Christ, qui sont d'ailleurs cités dans chacune des deux lettres. Mais faut-il vraiment opposer les deux parties de ce codex comme relevant de culture antithétique? Ce serait, à mon avis, faire un contresens et passer à côté de l'intention qui a probablement présidé à la réunion de ces deux ensembles de textes, sur laquelle, d'ailleurs, vous le noterez, l'éditeur ne s'est même pas interrogé. Si on le regarde de plus près, on se rend compte que les lettres de Grégoire ont été ajoutées à la fin parce qu'il restait en fait de la place dans le codex. Ce sont donc des textes de remplissage. Pourquoi avoir donc complété cet ensemble de poèmes d'esprit classicisant, regorgeant de références païennes, avec deux lettres en prose d'une des plus éminentes figures du christianisme? Le succès de Grégoire de Nazianze est évidemment, c'est un début d'explication, est certes bien attesté par les citations de livres dans les documents, puisque nous l'avons rencontré dans deux catalogues de bibliothèques, vous en souvenez peut-être, le catalogue de la bibliothèque de Saint-Élie et celui de l'église anonyme du papyrus de l'Institut de Leyde. Ce n'est pas une coïncidence si, lorsque Zacharie, le scolastique, l'auteur de la vie de Sévère, que j'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois de citer, c'est un texte du 5e siècle qui nous est parvenu uniquement en syriaque, nous n'avons plus la version grecque, ce n'est pas une coïncidence si, lorsque Zacharie quitte Alexandrie pour rejoindre Sévère à Beyrouth, ce dernier lui demande à son arrivée s'il a apporté des livres du grand Basile, des illustres Grégoire, évidemment, il faut comprendre Grégoire de Nazianze et Grégoire de Nice, et des autres docteurs, ce qu'effectivement Zacharie a effectivement fait. Ces noms ne sont pas cités au hasard, surtout par des chrétiens attachés à la païdéia traditionnelle. Mais la présence des lettres de Grégoire dans le Codex de Vienne s'explique, à mon avis, pour des raisons bien particulières. Alors, regardons ces lettres de plus près. Tout d'abord, si ce sont les lettres 80 et 90 de Grégoire qui ont été retenues parmi les quelques 250 lettres du Cappadocien, eh bien, c'est qu'elles présentent toutes les deux de fortes ressemblances. Elles ont été écrites par Grégoire, probablement toutes deux vers 381, alors qu'il est en proie au désespoir le plus total. Elles sont toutes deux parcourues par un sentiment de lassitude de vivre, et elles se répondent. Alors, je vais vous les lire, je crois qu'il faut rentrer dans ces textes pour mieux comprendre un peu les raisons
de cette sélection dans ce codex. Donc la lettre 80, je vais vous les lire dans la traduction de Bernardi de 2004. Lettre 80. Tu demandes quelle est notre situation. Elle est bien douloureuse. Je n'ai plus Basile, je n'ai plus Césaire, mon frère par l'esprit et mon frère par le corps. Mon père et ma mère m'ont abandonné, m'écrirai-je avec David. Et là, vous avez une citation du psaume 26. Mon corps est en triste état. La vieillesse est sur ma tête, les soucis s'enchevêtrent, les affaires m'assaillent, les amis sont perfides, l'Église est sans pasteur, le bien est anéanti, le mal est à nu. C'est la navigation dans la nuit, de lumière nulle part, le Christ dort. Quel sort faut-il subir? Un seul dénouement à mes maux, la mort. Et l'au-delà est pour moi effrayant, à en juger par ce qui est ici. Passons à la lettre 90. D'un ton un peu différent, mais vous allez voir, on retrouve exactement les mêmes sentiments. Comment allons-nous, demandes-tu? Nous répondrons avec une histoire. Les Athéniens, dit notre histoire, envoyèrent une ambassade aux Lacédémoniens lorsqu'ils étaient sous le régime de la tyrannie. L'ambassade, alors que je vous mette la lettre, l'ambassade était destinée à obtenir pour eux quelques témoignages de bonté de la part des Lacédémoniens. Au retour de l'ambassade, quelqu'un demande « Comment les Lacédémoniens vous ont-ils traité ?» « Fort bien pour des esclaves, dirent les ambassadeurs, mais fort insolemment pour des hommes libres. Je puis, pour ma part, t'en écrire tout autant. On nous traite avec plus de bonté que ceux qui sont abandonnés, mais plus durement que ceux dont Dieu s'occupe. La maladie nous incommode encore, ou plus exactement encore, nous tourmente fort. Les amis ne cessent de nous nuire et de nous faire tout le mal possible. Demande au moins à la divinité de nous être propice, et de deux choses l'une, ou bien nous échapperons totalement à nos épreuves, ou bien nous aurons le courage de les supporter. Et ce dernier point est certainement une diminution d'infortune. Alors dans les deux lettres, vous voyez, Grégoire évoque la maladie, fait allusion au comportement décevant de ses amis, pour ne pas dire plus, et là vous avez une référence explicite soit à l'attitude des évêques cappadociens qui essayaient coûte que coûte de convaincre Grégoire d'accepter l'épiscopat de Nazianze malgré son refus, soit une allusion aux intrigues d'un certain Maxime le Cynique. Maxime le Cynique, un philosophe égyptien converti au christianisme que Grégoire accueillit dans son entourage et qui profita, on va dire, de la crédulité de Grégoire pour se faire nommer évêque et prendre sa place, rien que ça. Ces deux lettres, on le voit bien, ont une très forte dimension rhétorique. La première arbore un style pathétique, d'une grande force, avec la succession de phrases sans liaison. Vous savez qu'en grec, normalement, on doit lier les phrases par des conjonctions de coordination, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des phrases constitutives de cette lettre. Et vous voyez aussi que la plupart de ces phrases sont constituées d'expressions nominales. Vous n'avez pas de verbe, juste des substantifs. Ce qui est un effet de style évidemment très fort quand on le lit dans le texte. La seconde lettre se construit autour d'une longue référence à l'histoire athénienne. Donc ces lettres, d'une grande beauté littéraire, surtout pour la première, je trouve la lettre 80, avaient tout pour servir de modèle épistolographique, en même temps qu'elles étaient un excellent témoignage de cette synthèse entre culture classique et culture chrétienne que Grégoire ainsi que les autres pères cappadociens n'ont cessé de prôner. Derrière les différences formelles des œuvres de ce codex, vers, prose, les divergences confessionnelles des deux auteurs, Pamprépios païen, Grégoire chrétien, on voit donc se dessiner de subtiles correspondances qui tiennent avant tout à l'utilisation rhétorique qu'on a pu faire de ce codex. Les poèmes de Pamprépios relèvent de deux genres progymnasmatiques. Alors,
les progymnasmata, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, ce sont ces exercices préparatoires à la rhétorique qui constituaient la base de l'enseignement préparatoire à ce degré de l'éducation qu'est la rhétorique. Eh bien, les poèmes de Pamprépios relèvent de deux genres de progymnasmata, l'encomion, c'est-à-dire l'éloge, et l'ekphrasis, c'est-à-dire la description, qui sont essentiels pour quelqu'un qui souhaite acquérir la maîtrise de la langue nécessaire pour mener, par exemple, une carrière de lettré, d'homme public, ou plus modestement, tout simplement, pour être capable d'écrire de belles lettres, comme on écrivait beaucoup de lettres dans l'Antiquité. Les lettres de Grégoire, elles, par leur dimension très rhétorique, sont, je viens de le dire, des modèles épistolographiques. Donc ce codex présente un ensemble de pièces variées, mais qui ont en commun d'avoir pu servir à la formation de quelqu'un dans le domaine de la rhétorique, aussi bien en vers qu'en prose, différence d'ailleurs qui n'a que peu d'importance à notre époque. Il est possible que le copiste se soit constitué lui-même ce recueil en copiant des pièces qui pouvaient lui être utiles. Alors, si son écriture, comme vous pouvez le voir sur cette image, n'est pas indigne, quoique un peu raide, on va dire, ce n'est pas l'écriture d'un copiste professionnel, son orthographe, elle, n'est pas toujours irréprochable, notamment on constate la confusion des voyelles omicron, oméga, ou upsilon, ou. On constate aussi des confusions entre les consonnes lambda, rho, delta, tau, θ, delta, θ, tau et kappa, gamma. Faute que l'on retrouve fréquemment sous le calame des Égyptiens ou de Grecs encore peu aguerris. On pourrait donc avoir affaire à un codex qu'un étudiant se serait constitué pour étendre sa culture littéraire dans des champs très divers, en même temps que rhétorique. Alors c'est dans une toute autre ambiance que nous transportera le dernier livre hybride que je souhaiterais vous présenter, encore qu'il ne le soit que de façon, on va dire, marginale, comme nous allons le voir. Un livre tout à fait étonnant, aussi bien du point de vue de sa forme que du point de vue de son contenu. Il s'agit d'un papyrus de Londres, de provenance inconnue, qui se présente sous la forme d'un codex de parchemin intégralement conservé, de très petite taille. Il fait 8 cm, chaque page fait 6,8 cm de haut sur 4,5 cm de large, et il contient 3 textes, une invocation au Nil ou un hymne au Nil, le symbole de Nicée-Constantinople, plus communément appelé credo, qui a été promulgué au concile de Nicée en 325 et qui a été modifié ensuite lors du concile de Constantinople en 380, d'où son nom de Nicée-Constantinople. Et troisième texte, le psaume 132. Alors, l'écriture de ce petit codex est une majuscule informelle qui n'a aucun caractère calligraphique et qui manque d'aisance. Elle est datée paléographiquement du 6e, 7e siècle. Pour ma part, je la placerai plutôt dans la première moitié du 7e siècle. Alors, le credo et les psaumes n'appellent pas de remarques particulières, mais l'hymne au Nil qui commence est bien plus étrange. Alors, je voudrais vous en donner une traduction que j'ai faite sur un texte que j'ai révisé sur les images numériques, mais je tiens à préciser que ma traduction est tout à fait, à certains endroits, tout à fait conjecturale. Certaines lacunes conjuguées à l'orthographe très déficiente du scribe rendent en effet la compréhension du texte assez délicate. Alors, vous avez le texte à l'écran, je vous donne la traduction. Signal d'une île très sacrée.
avec un mot, le premier mot, sématia, signal, qui est assez intéressant, parce qu'en fait, il dénote la fête célébrée, la sématia, fête du signal, que l'on trouve mentionnée dans les papyrus, dans les inscriptions et sur des monnaies, qui est une fête célébrée lorsque le Nil atteint une certaine côte, à une certaine date, en un certain lieu, en l'occurrence le nilomètre d'Éléphantine, et qu'il est alors possible de prévoir, disons, une inondation suffisante. Donc, signal, sémétia tu hierotatu neilou, signal du Nil très sacré, signal pour les rituels des richesses. Alors, l'expression est un peu bizarre. Hein, sématia hiereois ton plusion, rituel des richesses, rituel de l'abondance. Il est assez difficile de voir précisément de quoi il s'agit. L'eau est arrivée. Océans sont les canaux par l'effet de la crue et des flots isiaques. Règne sur les canaux Nil aux ondes abondantes et dont le nom est grand. De Méroé, joyeux, et là malheureusement le texte est abîmé, et on continue à nouveau, on s'adresse au Nil, et enivre la terre fertile de tes nombreux flots, alourdit l'Égypte tout entière de douces ondes, lorsqu'apparaissent les... Et alors là, on constate que, je lis à cet endroit Glukkairon, là où on lisait précédemment Kata Kairon, et si vous regardez ici le texte, on voit bien ici le gamma, le lambda, l'upsilon, et donc je crois qu'il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faille bien lire Glukkairon. Donc, lorsqu'apparaissent les douces et ensuite les douces quoi, on lisait ueton, qui veut dire les pluies, mais je dois dire que j'ai du mal à être convaincu par cette lecture qui est malheureusement tout à fait hypothétique du fait de la lacune du parchemin. Donc lorsqu'apparaissent les douces, on ne sait pas quoi exactement, regardez, les ondes deviennent d'or à chaque, et là il y a un problème de texte, car on peut lire ici soit catécastine, soit catécastone. Alors s'agit-il, lorsque les ondes deviennent d'or chaque année ou chaque jour, je ne sais pas, danser au milieu de ces cours torrentiels avec 3 peut-être supplications, et la supplication en question qu'il faut répéter, c'est la suivante: monte, Nil, élève-toi jusqu'aux 16 joyeuses coudées. Et là, vous retrouvez l'idée que le Nil doit atteindre 16 coudées, hein, c'est une mesure pour apporter l'abondance au pays. Alors, il s'agit d'une invocation du Nil au moment de la crue. Daniel Bono, dans son ouvrage Sur la crue du Nil, divinité égyptienne à travers 1000 ans d'histoire, paru à Paris en 1964, puis dans un article intitulé Les courants d'eau d'Isis, publié dans les mélanges de Ramon Rocapuch à Barcelone en 1987, a montré que, par son vocabulaire et son arrière-plan religieux fortement ancré dans les croyances millénaires, cette invocation découlait d'un modèle qui avait dû être composé au IIe, IIIe siècle, mais pas après. L'allusion très claire à Isis, que vous avez dans ce texte, Iseiais te ritrois, Flo Isiaque, rappelle que la crue du Nil était mise en rapport avec la naissance d'Isis, qui était célébrée le 18 juillet, selon le calendrier astronomique fondé sur le lever héliaque de Sotis, précisément au moment où le fleuve commençait à déborder. Donc la naissance d'Isis était commémorée lors des festivités qui étaient appelées les Amézisia, qui disparurent justement au IIIe siècle.
On ne peut donc nier le caractère pré-chrétien de cette invocation, qui prend même un tour nettement païen avec l'allusion à Isis. Voilà qui peut paraître, a priori, des plus étonnants dans un codex copié au 7e siècle, qui plus est accompagné de deux textes, eux, ouvertement chrétiens. Mais on a affaire ici à un cas limite. Il est probable qu'il ne s'agisse pas d'un véritable livre. Je vous ai dit que dans ma quête, dans mon exposé, j'essayais de m'intéresser avant tout aux livres, rejetant les autres types de textes, notamment les textes scolaires, pour plus tard. Il ne s'agit pas d'un véritable livre, mais probablement d'une amulette, ce qui expliquerait son format miniature. Et c'est d'ailleurs l'avis de l'éditeur de Papyrus littéraire de Londres, Mines, ainsi que De Bruyne et Dijkstra, qui ont publié en 2011 un article justement sur les amulettes. Et ces auteurs classent notre codex de parchemin dans la catégorie des amulettes, mais il faut dire sans certitude. Donc, il s'agirait d'une amulette dans laquelle ont été réunis plusieurs textes choisis pour agir sur le monde dans un sens voulu par le porteur de cette amulette. Alors, outre le credo, qui est une profession de foi chrétienne, on va dire une façon d'opérer une captatio benevolentiae envers le Dieu des chrétiens, en lui affirmant sa foi, ce qui le rend évidemment plus disponible pour accomplir ce qu'on souhaite de lui. Donc, credo, le psaume, lui, n'est pas sans avoir un lien avec l'invocation au Nil. Le psaume 133 est un texte très court qui évoque lui aussi l'élément liquide. Je vous en lis la traduction. « Oui, il est bon, il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron. Elle descend sur sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les montagnes de Sion, car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. » Vous voyez, on ne peut pas ne pas faire le lien entre la rosée qui descend sur Sion et la crue bénéfique du Nil, qui, je vous le rappelle, dans la tradition égyptienne, était assimilée à une rosée. Certains textes hiéroglyphiques nous parlent du grand Hapi, c'est-à-dire le dieu Nil, dont la rosée submerge les deux terres, c'est-à-dire l'Égypte. On notera d'ailleurs que le psaume est appelé Odé ton anabatmon, c'est-à-dire chant des montées, qui n'est pas sans rappeler l'anabassis, c'est-à-dire la montée des eaux du Nil, dont il est expressément question à la ligne 3 de notre hymne. Aussi, vous voyez, cette amulette présente-t-elle la réunion de textes qui a sa logique. Celui qui a élaboré ou fait élaborer cette amulette avait probablement intérêt à ce que le Nil fasse une bonne crue. Alors, était-ce un agriculteur ou en tout cas toute personne dont le métier était lié à l'agriculture? Amulette ou pas, ce codex réunit des textes dont le caractère antithétique doit être par ailleurs relativisé. On sait que la magie mise en œuvre par les chrétiens, si elle a recours pour une part aux Écritures, notamment aux psaumes, comme nous avions eu l'occasion d'en parler longuement l'an dernier, n'a pas pour autant coupé le lien avec les pratiques plus anciennes liées à la religion des anciens Égyptiens. Le pragmatisme en matière de magie incite à embrasser large et à ne pas se priver de procédés susceptibles d'être opérants, même s'ils sont en porte-à-faux par rapport aux préceptes de la religion officielle. On connaît en effet le caractère peu orthodoxe et résolument syncrétique de ce qu'on pourrait appeler le christianisme populaire, dont la magie, traquée et condamnée par l'Église officielle, est une des facettes. Et c'est probablement dans tout ce qui touche au Nil et à sa crue que la tolérance envers les croyances pré-chrétiennes a été la plus forte.
La vénération pour la crue du Nil, comme le dit David Frankfurter, est une des survivances les mieux documentées dans la culture copte parce qu'elle constituait une tradition trop intimement liée à la mentalité économique populaire, mais suffisamment indépendante de la religion officielle pour être effectivement éliminée comme étant païenne. Aussi, l'Église a-t-elle accepté d'intégrer ces rituels dans sa propre liturgie. Vous aviez dans les offices des prières pour la bonne crue du Nil, constituant ce qu'on appelle la liturgie du Nil. Et certaines grandes figures du christianisme égyptien se sont laissées aller à des pratiques bien peu orthodoxes, perpétuant des croyances millénaires. Je pense notamment à Chénouté, qui, selon sa biographie ancienne, prédisait la crue et influait sur la hauteur du Nil, de la crue, au point qu'on a continué à invoquer ce saint bien après sa mort pour lui demander de faire monter les eaux du fleuve. Là, c'est une citation d'une prière que l'on a à Chénouté, que l'on a trouvée sur papyrus ou parchemin. Je ne suis donc pas certain que l'invocation au Nil de notre codex ait pu être considérée comme réellement païenne par le porteur de l'amulette. Il s'agit là d'une vision moderne qui ne cadre pas avec la mentalité de nos anciens coptes. Bon, de toute façon, comme je le disais au commencement, ce codex est un cas limite, ne serait-ce que parce qu'il était un artefact magico-religieux plus qu'un livre au sens propre du terme. Alors, que conclure des livres hybrides sur le plan des rapports entre culture chrétienne et classique ou non chrétienne? Force est de constater que chacun d'eux est de nature très dissemblable. Chacun d'eux nous plonge dans des univers foncièrement différents. Les textes non chrétiens appartiennent à des traditions très diverses. Tradition pharaonique avec le mythe d'Horus du papyrus d'Iéna, vous vous souvenez, et l'invocation au Nil citant Isis du Codex de Londres. Tradition grecque classique avec le début d'une œuvre d'Isocrate dans le Codex Glazier, et tradition grecque réactualisée, modernisée, avec les poèmes du proto-byzantin Pamprépios du Codex de Vienne. Il en va de même avec les textes chrétiens. Certains sont bibliques, le Codex Glazier, les psaumes du Codex de Londres, d'autres liturgiques, avec le credo du Codex de Londres, d'autres enfin patristiques, avec Irénée de Lyon dans le papyrus d'Iéna et Grégoire de Nazianze dans le Codex de Vienne. Et on notera au passage, concernant ces derniers, leur nature très différente. L'un est un traité de théologie hérésiologique, Irénée, l'autre, une lettre sans finalité théologique, Grégoire. Les textes chrétiens et non chrétiens se combinent selon des modalités très dissemblables, correspondant aux fonctions, elles aussi très variées, de ces 4 livres. Le papyrus Iéna associe 2 textes censés s'opposer dans l'esprit, le texte non chrétien servant des intentions de polémique anti-païenne, ce qui correspond bien à la période, fin 3e ou début 4e, où le paganisme était encore très vivace et avait besoin évidemment d'être combattu. À l'opposé, le Codex miniature de Londres combine des textes de tradition pharaonique et chrétienne qui ne sont pas ressentis comme opposés, mais au contraire remplissant un même objectif de nature magico-religieuse. Éloigné de toute fonction religieuse, le Codex poétique de Vienne, lui, est un livre confectionné pour servir à l'édification littéraire de son possesseur et à sa formation rhétorique, dans lequel le matériau chrétien a été ajouté à des poèmes de facture classique pour compléter un corpus de textes à dimension rhétorique, parce qu'il était ressenti comme se rattachant à la tradition hellénique dont se réclamaient les poèmes.
Quant au codex Glazier, où les textes du premier feuillet servent d'entraînement calligraphique, nous avons vu que le petit bout d'Isocrate est en fait un exercice d'écriture qui procède d'une espèce d'automatisme culturel conditionné par l'enseignement scolaire et qui nous montre un chrétien connaissant ses classiques grecs sur le bout des doigts, même s'il passe son temps à copier des textes bibliques. Dans ces deux derniers cas, les textes chrétiens et classiques, ou de facture classique, ne s'opposent ni dans le fond, ni dans la forme, mais concourent au même but. L'éloquent Grégoire offre aussi une leçon de beau langage et de virtuosité rhétorique, selon les modèles de la paideia classique dont se réclament les poèmes de Pamprépios, tandis que le sage Isocrate offre une leçon de morale qui ne départ pas à côté de l'éthique chrétienne construite sur les textes fondateurs que sont les Écritures qui se trouvent dans le reste du codex. Bref, vous voyez, chacun de ces textes est à sa façon un véritable microcosme culturel où se déchiffrent des intentions différentes et surtout des personnalités très diverses. Il montre ainsi qu'il faut, nous l'avions déjà dit l'année dernière, dépasser la vision manichéenne que l'on peut avoir en opposant culture chrétienne et culture classique pré-chrétienne, puisqu'il y a plusieurs types de culture chrétienne et de culture pré-chrétienne qui peuvent certes s'opposer, mais le plus souvent se compléter, parfois même de façon inattendue. Il nous montre surtout la diversité du monde des livres, tous des objets aux faciès très différents, conditionnés par le profil de leurs utilisateurs. Et voilà, je crois, qui ne peut que nous encourager à poursuivre notre sociologie culturelle des livres, mais en passant maintenant, si vous me permettez l'expression, à la vitesse supérieure, en cherchant maintenant les lecteurs, ces fameux lecteurs, non derrière des livres isolés, mais derrière de vraies bibliothèques, peut-être plus à même de refléter la complexité de leurs intérêts et de leurs préoccupations. Alors, en théorie, les bibliothèques peuvent relever de plusieurs types selon la qualité de leurs propriétaires. Vous pouvez avoir des bibliothèques de particuliers ou des bibliothèques institutionnelles, celles-ci pouvant à leur tour être publiques ou réservées à une communauté. Alors je vous propose de commencer par les bibliothèques de particuliers qui sont peut-être les plus susceptibles d'avoir un faciès, on va dire, typé du fait même de la personnalité qui a présidé à leur constitution. Alors, dans notre période, la période que nous sommes assignés, la première bibliothèque qui se présente à nous, à l'orée du IVe siècle, eh bien, c'est celle qui est passée à la postérité sous le nom de bibliothèque magique thébaine. Même si son inclusion dans la catégorie des bibliothèques de particuliers n'est pas au-dessus de tout soupçon, comme j'aurai l'occasion d'y revenir très bientôt. C'est aussi une des bibliothèques les plus singulières que nous ayons, puisqu'il s'agit d'une bibliothèque spécialisée en textes magiques. Je n'entrerai pas dans le détail de cette bibliothèque, car je laisserai celui qui est probablement le meilleur spécialiste actuel de cet ensemble nous la présenter dans le cadre de mon séminaire jeudi prochain, le 12 mars. Donc, il s'agira d'un exposé que nous fera Korchi Dossou sur les bibliothèques magiques préservées par les papyrus. Alors, je vais quand même en parler. Cette bibliothèque a été découverte ou acquise par un certain Giovanni Anastasi ou Jean d'Anastasie, un personnage un peu mystérieux, on n'est pas sûr qu'il s'agisse là de son vrai nom. J'ai cherché une image pour vous le montrer, et en fait, il est quasiment impossible, nous n'avons plus d'images, de photos, de gravures de lui, si ce n'est cette très mauvaise reproduction d'un tableau qui semble être le seul portrait qu'il nous reste de lui. C'est un personnage qui semble être né vers les années 1780, qui est mort en 1857, un marchand, il était marchand
d'origine arménienne installé à Alexandrie, occupant pour le compte de la Suède et de la Norvège le poste de consul général en Égypte entre 1828 et 1857. Nous sommes à l'époque où l'Égypte était livrée, on va dire, à l'avidité des consuls qui se faisaient concurrence et se lançaient dans de véritables chasses au trésor dont les résultats alimentent les grandes collections européennes qui sont en train de se constituer. Vous avez, par exemple, Henry Salt, consul d'Angleterre, Bernardino Drovetti, consul de France, qui tous ont collectionné, fait des fouilles, collectionné les antiquités, ensuite les ont revendues aux grands musées européens. Il semble bien que la bibliothèque magique thébaine ait été découverte en une fois, mais son périmètre exact est brouillé du fait que ces éléments constitutifs ont été vendus ou donnés à différentes collections sur une durée de temps assez longue, en même temps que d'autres objets sortis des fouilles qu'Anastasie menait un peu partout sur le sol égyptien. Alors Anastasie vendit une première partie de cette bibliothèque magique thébaine au Rijksmuseum van Oudheden de Leyde en 1828 et une seconde partie au British Museum en 1839. Après sa mort, ce qui restait de sa collection fut vendu aux enchères à Paris en 1857. Certains manuscrits de la bibliothèque magique furent ainsi acquis par Berlin, par la Bibliothèque nationale de France, par le Louvre, par le British Museum et le Rijksmuseum de Leyde. Par ailleurs, Anastasie avait fait don de son vivant de 2 manuscrits à l'Académie royale de Suède. Alors, d'après les dernières recherches menées par Korchidossou, que je viens de citer, on peut raisonnablement identifier au moins 10 papyrus comme faisant à peu près sûrement partie de cette bibliothèque. Il s'agit de rouleaux et de codices de papyrus datant des 3e, surtout 3e, 4e siècles, écrits principalement en grec, mais aussi en démotique et en vieux copte. Et je vous renvoie à un cours précédent que j'ai fait il y a quelques années, justement sur le vieux copte. Il relève de plusieurs domaines, l'alchimie avec quelques 420 recettes, la divination et l'acquisition de connaissances suprahumaines, la magie noire dans le domaine amoureux, des recettes magico-médicales, des défictions ou des incantations pour nuire à un individu en appelant sur lui la maladie dans le meilleur des cas, mais aussi la mort, des rituels d'envoi de rêves, des rituels de protection, d'exorcisme et de purification, ou des rituels pour s'attirer des avantages divers et variés. Je ne résiste pas au plaisir de vous montrer juste un petit extrait d'un de ces papyrus, qui est avec un beau dessin, et là il s'agit d'un charme. Vous avez le texte que donne le papyrus, charme pour contenir la colère, pour obtenir la faveur, et un excellent charme pour remporter la victoire aux tribunaux. Cela fonctionne même contre les rois. Aucun charme n'est plus grand. Vous voyez, c'est une belle publicité. Vous avez aussi dans cette bibliothèque quelques textes de nature plus disparate, comme des textes sur des minéraux, des végétaux ou des animaux. Alors, ce sont des ouvrages qui résultent d'un processus complexe dans lequel des recettes prises isolément avec leur propre histoire textuelle ont été combinées, compilées, organisées avec l'ajout fréquent de commentaires et d'amendements intertextuels et extratextuels. Cette stratification et cette réélaboration sur la longue durée de ces textes magiques sont à mettre en parallèle avec les 2 formes de support que nous voyons représentées dans cette bibliothèque, les rouleaux, qui semblent globalement plus anciens, vous en avez un exemple avec ce rouleau en démotique à l'écran, et les codices plus récents. Je vous en ai déjà montré un, je vous remontre ce papyrus alchimique qui se trouve maintenant en Suède,
donc plus récent. Et le mélange entre rouleau et codices donc, donne l'impression d'une bibliothèque qui s'est constituée sur plusieurs générations. Alors, ces livres auraient été trouvés à Thèbes, mais dans un contexte qui n'est pas précisément connu. On lit souvent qu'ils auraient été découverts enfermés dans une jarre ou dans un coffret, trouvés dans une tombe ou dans un temple sur la rive ouest de Thèbes. Mais ce ne sont là que des suppositions nullement étayées, puisque Anastasie ne nous a rien laissé de précis sur ce sujet. Nous ne savons même pas si ces papyrus ont été découverts dans une des fouilles qu'il commanditait, ou bien achetés par lui à des Égyptiens. Il évoque seulement dans sa correspondance le fait qu'il a acquis la seconde moitié du papyrus démotique ou grec 12, je le cite, de la main des Arabes qui, suivant leur frauduleuse coutume, l'ont probablement détaché du papyrus principal afin d'en tirer un plus grand prix par la double vente. Alors François Lenormand, qui a rédigé le catalogue de la vente de Paris de 1857 dont je vous ai parlé, François Lenormand écrit cependant que, je le cite, « Monsieur Anastasie, dans ses fouilles à Thèbes, avait découvert la bibliothèque d'un gnostique égyptien du second siècle », qui parle bien de fouilles. Est-ce que Lenormand disposait d'informations certaines à ce sujet, ou s'agit-il de sa part de spéculation ? Il est possible qu'Anastasie ait récupéré la plus grosse partie des papyrus dans les fouilles menées par ses agents et fait acheter les autres auprès des locaux qui auraient pu les dérober eux-mêmes lors des fouilles. C'est une pratique fréquente, surtout quand les travaux archéologiques ne sont surveillés que de loin, comme c'était souvent le cas à cette époque. Mais les investigations de Museum Archaeology, qui ont été menées entre autres par Korchi Dossou, semble orienté plutôt vers un achat que vers des fouilles. Tout cela fait que le contexte auquel appartenait cette bibliothèque est maintenant difficile à reconstituer et nous devons, pour cette raison, nous appuyer sur son contenu pour essayer de deviner le profil de son ou de ses utilisateurs. Alors, s'agissait-il d'un praticien ou deux praticiens au pluriel de la magie et de l'alchimie, offrant leurs services à des clients qui, selon une hypothèse qui a été récemment émise, appartiendraient à l'élite provinciale. On a cependant fait remarquer, même si cette observation ne s'applique à une petite partie de cette bibliothèque et pas à l'ensemble, on a fait remarquer que les ouvrages ne présentaient pas les usures et les dommages qu'aurait impliqué leur consultation répétée s'ils avaient été utilisés dans une officine de magie ou d'alchimie. Aussi, certains ont-ils préféré mettre l'hypothèse qu'ils auraient plutôt appartenu à une espèce d'érudit intéressés par la philosophie, par la magie, en même temps que collectionneurs de livres, d'où les livres de forme plus archaïque que sont les rouleaux. On a enfin pensé que ces livres pouvaient provenir de la bibliothèque d'un temple thébain, c'est une hypothèse qui implique que les temples fonctionnaient encore au IVe siècle, ce qui, eu égard à la situation générale des lieux de culte égyptiens après le IIIe siècle, n'est pas sans poser quelques difficultés. Alors, la même incertitude règne quant aux raisons qui ont poussé à déposer cette bibliothèque à l'endroit où elle a été retrouvée. Trois types d'explications ont été avancées. Certains pensent qu'elle a été enfouie quelque part pour soustraire son propriétaire à d'éventuelles poursuites judiciaires au moment où la législation contre la pratique de la magie s'intensifie au IVe siècle. D'autres ont émis l'hypothèse que ces livres auraient été cachés pour les soustraire aux yeux des profanes, suivant en cela un précepte que l'on trouve dans un livre de cette collection, le PGM 13, fait en sorte que le livre ne puisse être trouvé. On a enfin pensé que les manuscrits pourraient avoir servi de mobilier ou d'offrande funéraire
leur propriétaire ou à une personne proche. Cette explication serait, selon Corchidosou, la plus attractive car elle s'appuie sur des pratiques connues, nous dit-il, et n'implique pas des conditions sociales particulières, mais on a vu que l'enfouissement des livres en contexte funéraire durant l'époque romano-byzantine n'est pas si bien documenté que cela et semble, dans bien des cas, relever de ce qu'on pourrait appeler des fantasmes nourris par ce que nous savons de la situation à l'époque pharaonique. Bon, de toute façon, en l'absence de certitude sur le lieu de découverte, je crois qu'on ne peut pas parvenir à des conclusions définitives. Alors, la bibliothèque thébaine n'est pas la seule qui nous soit parvenue dans le domaine de la magie. Je n'insisterai pas sur les autres, car, un, elles sont plus petites, et deux, elles feront l'objet de l'exposé que Corchidosou fera jeudi prochain à mon séminaire. Mais je vais quand même les énumérer rapidement. Nous avons une bibliothèque qui vient d'Hermontis, la bibliothèque magique d'Hermontis, qui est du IIIe, Ve siècle, qui contient au moins 3 livres en grec achetés à un Égyptien par Wallace Budge pour le compte du British Museum en 1888. L'un d'eux, le PGM 11A, est écrit sur le verso d'une comptabilité d'un domaine d'Hermontis qui qui pourrait, disons, nourrir l'hypothèse que cette bibliothèque provient bien de cet endroit. Mais nous avons vu dans un cours précédent que ce type d'information est loin d'être assuré. Vous avez aussi l'atelier magique multilingue, peut-être de la région d'Héracléopolis, vous voyez où c'est, d'après le dialecte copte, un ensemble de textes du 5e, 6e siècle contenant 2 rouleaux grecs et un codex copte, ainsi que des fragments en grec, en copte et en araméen, d'où son nom d'atelier magique multilingue. Le fait que plusieurs des textes semblent avoir été copiés par plusieurs mains à partir de formulaires contenus dans les rouleaux donne à penser en fait que ces textes sont issus d'un atelier spécialisé dans la confection d'amulettes, production d'amulettes. Nous avons aussi la cachette du magicien. J'aime beaucoup ces noms un peu pittoresques. La cachette du magicien du Michigan, de provenance inconnue, du 5e, 7e siècle. 3 textes en copte copiés dans 12 manuscrits, acquis là encore par Wallace Budge, cette fois-ci en 1921, contenant des formules de protection, mais aussi de malédiction, des charmes érotiques et des formules pour opérer des révélations par rêve. Le tout écrit en plusieurs exemplaires par diverses mains, ce qui suggère, là encore, qu'on a affaire à un atelier de production d'amulettes. Ce qu'on appelle le portfolio du British Museum, de provenance inconnue, alentours de 600, 4 sortilèges en copte écrits par la même main sur 7 feuilles de papyrus, mentionnant un certain Seweros, fils de Johanna, qui est très certainement le nom du propriétaire. Ce sont des textes qui témoignent, comme ceux des ensembles dont je vais vous parler ensuite, d'une christianisation de la magie traditionnelle, et vous pouvez le voir à ce petit dessin que l'on trouve dans un de ces textes, où l'on voit le Christ sur sa croix, avec juste au-dessus écrit en copte Pero, c'est-à-dire le roi. La collection Hay de Londres, trouvée à Thèbes du 6e, 7e siècle, avec des incantations, des invocations en copte, écrits sur 5 coupons de cuir, 2 écrits de la même main. La bibliothèque magique de Berlin, trouvée dans le Fayoum du 8e siècle, avec des textes magiques et alchimiques en copte, écrits sur papyrus et parchemin, achetés en 1895. On notera dans les incantations l'invocation de divinités du panthéon égyptien qui s'entrechoque avec celle du Dieu des chrétiens. Vous voyez qu'il est question au tout début du Seigneur Jésus, du Jésus
sous la forme du iota et du sigma, Horus, fils d'Isis, qui est monté sur la montagne, etc., etc. Et à la fin, il est question de Jésus, qui est celui qui accorde la guérison. J'ajoute à ces bibliothèques magiques la bibliothèque d'un atelier d'astrologue trouvé à Oxyrhynchos, début 3e, 4e, qui a été bien mise en lumière par Alexander Jones et qui comprenait entre 30 et 60 manuscrits trouvés par Grenfell et Hunt dans les dépotoirs d'Oxyrhynchos à l'hiver 1906-1907 et qui constituent en fait ces textes des outils de travail permettant à un astrologue d'établir des horoscopes, donc des tables de mouvements planétaires, des tables arithmétiques, des almanachs, etc. Alors, ces ensembles que je viens très rapidement de vous énumérer, qui peuvent constituer pour certains de vraies bibliothèques, mais qui sont pour d'autres en fait les restes d'un commerce de formules, d'amulettes ou d'horoscopes, ont tous un contenu très spécialisé au spectre très, très étroit et sont, dirais-je, informés par l'exercice d'une profession. Ce sont donc des bibliothèques ou des fonds de textes à caractère professionnel qui, peut-être à l'exception de la bibliothèque magique thébaine, ne permettent que très partiellement de dessiner le profil culturel de leurs utilisateurs et assurément pas leur goût littéraire. Et en affirmant cela, je n'en suis pas moins conscient que la frontière entre l'écrit qui procure le plaisir et nourrit les curiosités de l'esprit et celui qui s'inscrit dans l'urgence de l'action, notamment professionnelle, est floue et loin d'être toujours opérante et qu'il serait vain d'établir une typologie bipartite avec d'un côté les bibliothèques de loisirs et de l'autre les bibliothèques professionnelles. Alors, une des premières bibliothèques que l'on peut réellement qualifier de privée et qui ne soit pas organiquement greffée sur une activité professionnelle est presque contemporaine de la bibliothèque magique thébaine. Il s'agit des restes malheureusement très modestes de la bibliothèque d'Aurelius Amon, fils de Péter Beskinis. Nous sommes à Panopolis, au IVe siècle. Ce qui en fait l'intérêt, c'est que les quelques papyrus littéraires qui la composent ont été retrouvés en même temps que des archives documentaires, une centaine de papyrus, qui couvrent plusieurs générations d'une famille, de 281 à 363. C'est une bibliothèque qui malheureusement a été le fruit d'une découverte clandestine qui s'est retrouvée dispersée entre la collection de Duke, la collection de Cologne et la collection de l'Istituto Vitelli de Florence. Et ces papyrus documentaires, trouvés en même temps que ces livres, permettent de reconstituer avec assez de précision le profil socioculturel de leur possesseur, Amon. Nous y apprenons qu'Amon appartenait à une famille aisée, cultivée, de Panopolis, dont les membres étaient des païens actifs. Son père a été prêtre du dieu Mine, c'est-à-dire, si on donne l'équivalent grec, Pan, qui est le dieu tutélaire de la cité de Panopolis. La première femme de son père fut aussi fille de prêtre, elle-même prêtresse. Son demi-frère, Orion, senior, a été archi-prophète. Amon lui-même a été prêtre, mais, indice d'un changement d'ère, il a mis son éducation au service non d'une carrière religieuse, mais publique, si l'on en croit son titre de scholasticus, qui implique une solide formation juridique et littéraire. Cette réorientation des compétences est en tout cas sans conteste illustrée par son frère, Aurelius Harpocration, qui fut membre du Comitatus Imperial, c'est-à-dire de la cour et de l'entourage de l'empereur, qui accompagnait l'empereur dans ses déplacements. Il a composé pour l'empereur, nous le savons, des panégyriques, et il a exercé les magistratures de logistes et de procurator dans d'importantes cités en Grèce. Le neveu d'Amon, Apollon, qui n'est pas sur l'arbre généalogique que vous avez à l'écran, et vous voyez qu'on continue avec ces noms, ces noms continuent à témoigner d'un fort attachement au paganisme. Apollon est devenu
poète. Hamon n'hésite pas lui-même, dans une pétition adressée à un haut fonctionnaire, à se présenter comme faisant partie de ceux adonnés à la philosophie et au beau langage, tois en philosophia kai logos anegmenois. Eh bien, ces deux centres d'intérêt sont parfaitement reflétés par ce qui nous reste de sa bibliothèque. Pour ce qui est de la philosophie, nous avons une preuve de l'attention que lui portait Hamon avec un feuillet écrit de sa main, qui est une liste des philosophes grecs absolument unique en son genre. Elle énumère les principaux philosophes, chacun avec sa cité, en enchaînant les maîtres et leurs élèves, et à partir de l'académie, en les classant par école. Ils sont ainsi donnés les présocratiques, les philosophes de l'académie, les cyniques, les péripatéticiens, les stoïciens et même les stoïciens cyniques. Alors, est-ce que ce mémorandum constituait les restes d'un enseignement en philosophie reçu par Hamon? Est-ce que c'était un pense-bête qui s'était confectionné pour lui servir plus tard de guide dans ses lectures philosophiques, ou bien était-ce juste un tableau synoptique qu'il a établi lui-même en vue d'un enseignement qu'il a pu dispenser, une hypothèse sur laquelle je reviendrai plus tard? Il est difficile de répondre. Quant à son goût pour le beau langage, qu'il revendique dans le préambule de la pétition que j'ai citée tout à l'heure, donc autrement dit son goût pour l'art oratoire, mais aussi les belles lettres, logoi, eh bien les restes de sa bibliothèque en conservent une trace avec son exemplaire de l'Odyssée, un codex de papyrus du IIIe-IVe siècle qui devait comporter 112 folios, mais dont seuls 2 nous sont parvenus. Je serais tenté d'annexer à ces 2 textes littéraires, ces 2 papyrus littéraires, un troisième, d'annexer donc à la bibliothèque d'Hamon un 3e papyrus qui témoigne aussi de son intérêt pour Homère. Il s'agit d'un papyrus qui se trouve à Cologne, qui contient des contes sur le recto et au verso duquel quelqu'un a recopié d'une main assez maladroite, comme vous pouvez le voir, des scolies à l'Odyssée. Alors, me direz-vous, pourquoi considérer ce papyrus comme venant de la bibliothèque d'Hamon alors qu'il n'est pas édité comme en faisant partie? Alors, le fait qu'il soit du IIIe, IVe siècle n'est pas un argument suffisant. Plus significatif est le fait que le papyrus est constitué de plusieurs fragments jointifs, dont certains sont à Duke et d'autres à Cologne. 2 des collections, on l'a vu, qui se sont partagées avec Florence les archives d'Hamon. Mais il y a plus troublant. À la ligne 11 de ce papyrus, on note le mot apatai, qui glose le mot homérique felgei, qui veut dire il ensorcelle, il trompe. On notera l'usage de la surligne que l'on voit bien ici sur le papyrus, la surligne au-dessus du alpha, qui a la fonction de signaler que le alpha est long et que l'iota qui le suit ne doit pas être prononcé, et qui correspond donc à notre iota souscrit. Autrement dit qu'il faut lire apata, il trompe, et non apatai, tromperie. En l'absence d'accent, on n'écrit pas les accents à cette époque, eh bien les 2 mots sinon sont complètement homographes. Or, l'usage de cette surligne à de telles fins est rarissime, sauf dans justement les documents écrits par Hamon, où très régulièrement il utilise cette surligne, surtout avec les terminaisons de datifs féminins. Il ne serait pas absurde de penser que le lettré Hamon a pu dispenser un enseignement qui, comme il se devait, faisait une place centrale à Homère. Il aurait à cette occasion imposé ses tics graphiques à son élève, auteur donc de cette copie de Scoli à l'Odyssée. Si ce rapprochement est valide, nous aurions là un exemple de l'apport que peuvent avoir les papyrus documentaires pour la meilleure mise en perspective
des papyrus littéraires, on voit en effet, dans un milieu donné, les interactions qui peuvent se produire entre les deux. Et du coup, on comprend aussi le préjudice que fait peser sur la recherche le fait que lors des découvertes clandestines, eh bien, les papyrus documentaires et les papyrus littéraires d'un même ensemble sont souvent dissociés pour des motifs purement mercantiles. Toujours est-il que, quelque limités que soient les restes de sa bibliothèque, ils sont en accord parfait avec le profil intellectuel que permettent de dessiner de ce personnage les papyrus documentaires de ses archives. On n'y attend évidemment aucun texte chrétien, vu les convictions païennes de notre Amon et de sa famille. Amon, qui invoque à plusieurs reprises les dieux dans ses documents, notamment l'Agathos Daimon, c'est-à-dire l'équivalent du dieu égyptien Shai, la destinée. Amon, dans un texte, semble même faire allusion aux chrétiens en les traitant d'ennemis de nos dieux. Oi, theois, ektroi. Cela dans une lettre qu'il écrit à sa mère. Si les papyrus documentaires nous brossent le portrait d'un païen appartenant à une famille très engagée dans la défense des anciens cultes égyptiens, ces mêmes papyrus témoignent aussi de son excellente formation en grec et de l'attachement de la seconde génération aussi aux valeurs de l'hellénisme, ce que confirment pleinement les bribes de sa bibliothèque. Ainsi d'ailleurs que l'onomastique de sa famille. Vous le voyez, si je vous remets l'arbre généalogique devant les yeux, on constate une hellénisation de l'anthroponymie qui ne peut manquer d'être le reflet d'un changement de paradigme culturel. Vous voyez que les noms égyptiens de la première génération, comme Pasis, Pétékensis, Péterbiskinis, Senpasis, etc., laissent place à des noms bien grecs comme Polycratès, comme Eladios, ou bien des noms égyptiens mais avec un suffixe bien grec comme Orion, comme Harpocration ou comme Sarapodoros. Nous avons là donc un excellent échantillon documentaire et littéraire du faciès de ces derniers païens, notables aussi bien attachés aux cultes égyptiens ancestraux, dont ils essaient de retarder l'extinction, qu'à l'hellénisme dans sa forme la plus raffinée, la plus intellectuelle, la philosophie, les belles lettres. Et Amon, d'une certaine façon, préfigure ce que seront au Ve siècle des païens du genre hellénisé, du genre d'Horapollon et de sa famille, auquel, vous vous souvenez, j'ai consacré un colloque l'an dernier, tandis que son frère, le panégyriste Harpocration, et son neveu, le poète Apollon, illustrent à leur façon aussi le développement d'une école poétique thébaine, dont Nonos de Panopolis, dont Cyrus, et dont le fameux Pramprépios que nous avons rencontré avec le Codex de Vienne, tous originaires de Panopolis, seront au siècle suivant les plus brillants représentants. Voilà pour ce qui est de cette bibliothèque de Panopolis. La semaine prochaine, je vous propose de changer d'ambiance et de remonter un petit peu ou de descendre le Nil et de nous transporter à Oxyrhynchos, donc avec une des premières bibliothèques privées repérables pour le IVe siècle. Je vous remercie.